Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis aux côtés de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et nous sommes en ligne avec Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Hélène. Vladimir Poutine veut donner l'image d'un pouvoir qui tient bon, d'un régime solide, presque inoxydable. Mais derrière cette mise en scène de contrôle, la Russie donne de plus en plus de signes de fatigue. La guerre en Ukraine s'enlise, l'économie russe encaisse davantage le coût du conflit et la répression s'abat avec encore plus de vigueur sur les opposants au régime comme sur les exilés. L'obsession sécuritaire du président russe dit aussi quelque chose de son état d'esprit. Vladimir Poutine semble hanté par sa propre vulnérabilité, avec la crainte d'être visé par un drone. Alors, la machine de guerre et de contrôle du Kremlin peut-elle encore tenir longtemps ? Ou bien est-ce que la Russie de Vladimir Poutine commence à entrer dans une phase de vacillement, voire de fragilité ? On va en discuter dans cet épisode et je vous propose, Alain, Jean-Marie, de commencer avec un élément d'actualité tout chaud qui date d'hier, jeudi 4 juin. Volodymyr Zelensky a adressé une lettre à Vladimir Poutine pour lui proposer une rencontre en direct, en face à face, afin de mettre fin à la guerre en Ukraine. À votre avis, est-ce que c'est parce que le président ukrainien voit en ce moment une fenêtre d'opportunité qu'il tente cette chance-là ? En tout cas, s'agissant du président ukrainien, son problème, c'est toujours le même, c'est Trump. La lettre adressée urbi et orbi, si j'ose dire, à Vladimir Poutine, pour que nul n'en ignore, est en fait une démarche en direction de Trump pour montrer à Trump que finalement Zelensky est un bon élève et que comme Trump, il souhaite la paix, à charge pour Poutine évidemment de la récuser. Et donc ce que recherche Zelensky à travers cette missive, c'est moins d'obtenir le rendez-vous qu'il demande en territoire neutre pour commencer à discuter de la paix, que le fait d'essayer d'obtenir, de rétablir progressivement l'aide américaine qui évidemment fait défaut à l'Ukraine. D'autant que le Congrès des États-Unis a évolué sur ce point et a demandé explicitement l'arrêt de la guerre contre l'Iran et avec des élus républicains dont on sait qu'ils sont eux aussi partisans du soutien à l'Ukraine. Donc c'est ça la démarche, je pense, de Zelensky. Alors il y a aussi dans la lettre de Zelensky quelque chose qui sonne un petit peu comme un avertissement. Et je ne sais pas ce qu'en pense Alain, c'est l'idée que si Vladimir Poutine ne prend pas en compte les éléments qui sont décrits par Zelensky et qui font état au fond de la situation militaire, qui, d'après lui, devrait conduire à des négociations de paix, si Vladimir Poutine persiste à les ignorer, à ce moment-là, il faut qu'il fasse attention à lui. Donc, comment interpréter ce message assez direct à Vladimir Poutine, alors même qu'on sait que côté russe, Poutine ne supporte pas la présence de Zelensky parce qu'il considère que sa présence est illégitime et qu'une présidence ukrainienne, par définition, est illégitime. Alain Frachon ? Alors, les Russes ont répondu à la lettre de Volodymyr Zelensky en disant qu'il pouvait venir à Moscou pour s'entretenir avec Poutine. Bon, évidemment, ça ressemble à une fin de non-recevoir, puisque les Russes ont déjà essayé de tuer Zelensky. Zelensky ne prendra sans doute pas le risque d'aller à Moscou. Alors, bon, sinon, passe en revue ce que vous avez dit, le ton dominant des observateurs et des experts en ce moment. On sent bien que quelque chose est en train de se passer. C'est peut-être trop tôt pour parler d'un tournant, mais on voit bien au moins sur le plan militaire, d'une part, et sur le plan diplomatique aussi, que Poutine est dans une impasse. Parce qu'au fond, il ne perd pas la guerre, mais il ne la gagne pas non plus. Et sur le Donbass, vous savez, il contrôle à peu près 70% de cette bande frontalière à l'est de l'Ukraine, le long de la Russie, de la bande frontalière le long de la Russie. Il lui reste 20% encore à conquérir. Il n'y arrive pas. Ses forces piétinent. Elles essuient des pertes gigantesques. Il leur faut à peu près 30 000 hommes tous les mois en plus. Ça veut dire que le nombre de tués et de blessés est très important. Poutine n'ose pas mobiliser. Il n'ose pas mobiliser parce qu'il sait que ce serait impopulaire. Et donc, il est condamné à poursuivre une guerre dans laquelle il ne progresse pas et une guerre qui lui coûte très cher, non seulement en munitions, non seulement à l'économie russe, mais aussi au fait que son armée est une armée de mercenaires.
Et que pour avoir des volontaires, et donc des mercenaires, qui signent pour 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas, il faut dépenser des sommes de plus en plus importantes. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne progressent pas? Alors qu'au fond, ces dernières années, la guerre entre dans sa 5e année, mais disons que depuis 2 ou 3 ans, on était dans une guerre d'usure, une guerre d'attrition, où les forces russes progressaient très lentement, mais elles gagnaient des villes et des villages plutôt, en allant dans le sens de ce qu'elles veulent conquérir, des 20% de cette région du Donbass qui lui reste à conquérir. Et puis maintenant, elles ne progressent plus. Elles ne progressent plus parce que l'armée ukrainienne, avec une capacité d'adaptation invraisemblable. Il ne faut pas oublier qu'on a d'un côté 140 millions de Russes et de l'autre côté 34 ou 30 millions, 32 millions d'Ukrainiens seulement. Donc là aussi, des problèmes de mobilisation énormes. Mais l'armée ukrainienne, avec un perfectionnement dans l'industrie, dans son industrie de drones, avec des drones de plus en plus perfectionnés, et qui sont des drones qui peuvent frapper à l'intérieur de la Russie en profondeur. On l'a vu il y a quelques jours, ils ont frappé une raffinerie à Saint-Pétersbourg. Et donc, avec ces drones, a réussi non seulement à arrêter la progression de l'armée russe dans le Donbass, mais à frapper aussi en profondeur à l'intérieur de la Russie. Et donc, les deux armées sont là. Le soir, Poutine frappe de plus en plus durement les villes ukrainiennes, et notamment la capitale, Kiev, avec des missiles balistiques, avec des missiles lourds, de plus en plus sophistiqués, et avec des centaines de drones, lui aussi. Et comme l'Ukraine n'est toujours pas dotée d'un bouclier aérien digne de ce nom, eh bien, il y a des morts dans la population civile, et la Russie veut, comme ça, épuiser moralement, nerveusement, politiquement, l'Ukraine pour que le pouvoir ukrainien cède. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Tous les journalistes et tous les diplomates qui vivent à Kiev et qui vivent en Ukraine disent que le front tient bon sur le plan du moral. Et donc, est-ce que la guerre peut prolonger comme ça? Sans doute, parce que Poutine continue à vendre du pétrole et du gaz. Il a quand même des ressources économiques encore, sans doute, mais je n'emploierai pas le mot tournant. Mais enfin, sur le plan diplomatique aussi, il a perdu du terrain. Au fond, Poutine comptait sur Trump. Il comptait sur Trump pour faire pression sur les Ukrainiens. Et Trump a fait pression sur les Ukrainiens. Et Trump était convaincu que les Ukrainiens ne pouvaient pas gagner la guerre d'usure. Eh bien, les Ukrainiens ont montré que si, ils pouvaient tenir et résister à la guerre d'usure. Alors Trump s'est désintéressé du conflit. Au fond, il comptait sur faire céder les Ukrainiens pour arriver à un accord de paix et apparaître comme le grand pacificateur et peut-être même viser le prix Nobel. Et donc, les Américains, quand on leur dit ça, ils disent « bah oui, bah nous c'est fini, on n'y arrive pas ». Et ce qu'a dit le secrétaire d'État il y a quelques jours, il a dit « on se retire. Nous on se retire, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas réussi à faire la paix et donc on se retire, mais enfin on est toujours là, on veut bien aider si vous voulez ». Et Poutine aussi, avec ses bombardements sur les villes, il essaye de faire revenir les Américains dans la négociation. Il essaye de dire aux Américains « reprenez la négociation et reprenez votre politique de pression accélérée contre l'Ukraine, sinon nous, on va continuer comme ça à bombarder les villes ukrainiennes ». Et puis, non seulement Trump ne s'y remet pas, il est occupé ailleurs, en Iran, mais vous avez aussi l'Union européenne qui paraît plus décidée que jamais dans son soutien à l'Ukraine. Et Poutine a perdu au sein de l'Union européenne, il a aussi perdu la Hongrie, qui pouvait toujours mettre des bâtons dans les roues à la politique de solidarité de l'Union européenne. Il perd Trump, il perd la Hongrie, et il est face à une armée ukrainienne qui a trouvé la réponse, pour le moment, à l'offensive russe. Et oui, et les Européens, comme vous le dites, emmenés par la France d'ailleurs, cherchent ces jours-ci à rouvrir aussi un canal de discussion avec la Russie. Donc les mains restent tendues, mais bon, pour l'instant, Vladimir Poutine ne les saisit pas. J'aimerais qu'on approfondisse un point, s'il vous plaît, puisque vous avez évoqué, Alain Frachon, le gaz et le pétrole russe. Qu'est-ce qu'on sait de l'état de l'économie russe en ce moment? Moi, j'avais cru comprendre qu'avec le blocage d'Ormuz, il y avait un regain de la demande en gaz russe et en pétrole russe, donc c'était bénéfique pour l'économie russe. Est-ce que c'est vraiment le cas? Écoutez, oui, c'est vrai. Les Russes continuent à vendre du gaz et du pétrole, et le prix du pétrole, comme vous le savez, du fait du blocage d'Ormuz, enfin de la guerre en Iran en général, a augmenté, et donc mécaniquement, il augmente aussi celui du gaz naturel qui est aligné, et donc ça fait des revenus supplémentaires à l'économie russe. Enfin, il y a une limite aussi à ça.
Les Chinois en achètent beaucoup, les Indiens en achètent beaucoup, mais là, tout le monde est bloqué. Et donc, même l'approvisionnement de la Russie aussi et leur vente de pétrole se trouve aussi un peu en difficulté. Donc, voilà, il y a un avantage en ce qui concerne la hausse des prix du pétrole, mais il y a une limite à ça, si vous voulez. Il y a une limite. Poutine a transformé l'économie du pays en économie de guerre, mais là aussi, il y a une limite à ça. Mais enfin, je ne crois pas que sur le plan économique, il soit acculé, ni sur le plan diplomatique d'ailleurs, parce que dans cette affaire, si on cherche à brosser un tableau, on verra que ce sont à ces deux chapitres, l'économie et la diplomatie, que les Russes s'en sortent bien. Ils ne sont pas isolés sur le plan diplomatique. Le président Poutine peut voyager à peu près où il veut dans ce qu'on appelle le Sud profond, au Brésil, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient. Donc, il n'y a pas d'isolement diplomatique, on l'a vu à plusieurs reprises, et s'il y en avait une tentative d'isolement à l'ONU, les Chinois s'y opposeraient. Et enfin, avec l'aide constante de la Chine, il a refait une industrie de la défense, un appareil militaire, on le voit bien, au nombre de missiles qu'il tire tous les jours, toutes les nuits. Et donc, non, je ne crois pas qu'il soit acculé sur le plan économique, non. On nous a raconté ça plusieurs fois, hein. La guerre entre dans sa 5e année, à intervalles réguliers, on nous dit que la Russie est épuisée. Elle est peut-être épuisée. Les Russes vivent sans doute de moins en moins bien. Et en plus, pour des raisons aussi de sécurité intérieure, ils ont des difficultés d'accès à Internet. Il y a des coupures d'Internet décidées par le régime, pour les raisons que vous évoquiez sans doute d'ailleurs. Au départ, la perte de crédibilité du discours de Poutine. Quand même en Russie, la perte de crédibilité du discours de Poutine, elle doit être quand même aussi, ça doit faire partie du tableau politique général. En même temps, le recul russe, on le mesure en Afrique, par exemple, où les Russes, via les milices de l'ex-dissident Prigojine, fondées par Prigojine, donc ces milices ont pris le lieu et place des armées françaises, et avec un succès absent, enfin avec un résultat même absolument désastreux, et qui se traduit par des reculs objectifs pour la Russie. Et s'agissant de l'axe avec la Chine, en effet, c'est une roue de secours phénoménale pour la Russie de Poutine, mais c'est en même temps une vassalisation progressive de la Russie à laquelle on assiste. Donc oui, c'est vrai, il peut continuer à vendre du pétrole et du gaz, sauf que, s'agissant des Européens qui étaient censés devoir se retourner vers Poutine pour s'approvisionner, ils s'approvisionnent plutôt aux États-Unis qu'en Russie, compte tenu en effet des sanctions qui ont été décidées par les Européens. Donc c'est difficile toujours de mesurer la nature la réaction d'une population qui est à ce point en même temps muselée, parce que si vous cherchez l'opposition intérieure, elle est éliminée, c'était Navalny. Si vous cherchez l'opposition plus proche encore du pouvoir, à savoir dans les armées, c'était Prigojine. Là aussi, il est éliminé. Donc il n'y a aucune issue pour ces oppositions. Donc ça pèse certainement sur le climat général et sur le degré plus ou moins consenti d'adhésion à la politique de Poutine. Ce qui peut en revanche se produire, c'est que les pertes humaines sont assez extravagantes. Et à un moment ou à un autre, on se dit il y aura quand même des protestations suffisamment fortes pour que ça retentisse sur le climat général. Si on se souvient bien, dans la phase précédente d'une guerre russe, c'était celle de l'Afghanistan. Et dans la guerre d'Afghanistan, il y avait eu des protestations massives des mères de soldats qui protestaient contre le fait que leurs enfants revenaient dans des cercueils. Et il y avait un nombre important de morts russes en Afghanistan, mais ça n'est rien comparé à ce qui se passe aujourd'hui. Or, ces protestations étaient très fortes à l'époque. Et aujourd'hui, soit elles sont moins fortes, soit il y a des différents moyens qu'a le pouvoir russe de les contrôler ou de les minorer. Et de ce point de vue-là, il faut quand même rappeler que depuis que Poutine est en place, il y a eu un immense travail de révisionnisme et de réécriture de l'histoire russe, qui fait que tout cela débouche sur une adhésion au patriotisme qu'est censé incarner Vladimir Poutine. Et donc ça aussi, ça doit peser finalement, parce qu'il y a une militarisation des enfants à l'école, il y a une militarisation de l'enseignement de l'histoire, et il y a toutes sortes d'éléments qui convergent vers le fait que, en défendant Poutine, on défend la patrie.
Et oui, et d'ailleurs, les renseignements britanniques ont donné cette semaine une estimation, hein, le chiffre, effroyable d'un demi-million de morts, de côté russe, hein. 500 000 soldats russes, qui seraient morts depuis le début, de la guerre en Ukraine, et si ce chiffre était confirmé, ce serait, le conflit, le plus meurtrier pour la Russie depuis, 1945. Voilà, il faut rappeler que ce que pointait Jean-Marie, les Soviétiques en Afghanistan ont eu 30 000 morts. 30 000 morts en Afghanistan, et ce conflit, cette guerre, n'a pas peu contribué à la chute de l'Union soviétique. Alors c'est vrai que à l'intérieur, Poutine a installé un système dictatorial qui rappelle d'ailleurs celui de l'Union soviétique. Donc il n'y a pas de mouvement anti-guerre. Et comme le disait Jean-Marie, la transformation du discours officiel a sans doute porté ses fruits, c'est-à-dire que la Russie est attaquée par l'Occident. Vous savez que ce thème du siège de la Russie comme un pays sans cesse assiégé par l'Occident, c'est un vieux thème russe et qui là aussi est entonné, n'importe quel écolier russe n'y échappe pas, c'est la télévision, c'est la radio, c'est l'école. Voilà, donc le pays est assiégé par l'Occident et il mène une bataille qui est la suite de la bataille qu'il a menée contre le nazisme. Donc voilà, il n'y a pas de mouvement anti-guerre, pour en revenir sur ce dont parlait Jean-Marie, en Russie, et personne ne peut s'opposer à Poutine, et personne ne voit qu'il y ait un possible successeur. Alors, c'est toujours comme ça, dans un système dictatorial totalement opaque, on est toujours surpris le jour où il commence à s'effondrer. En général, ce sont des divisions à l'intérieur du cercle dirigeant. Pour le moment, rien ne permet de dire qu'on assiste à ça. En même temps, moi, ce qui m'apparaît aujourd'hui, c'est que le tournant en question, donc qu'on évoquait tout à l'heure avec Alain, est plutôt dans nos esprits, c'est-à-dire que dans les esprits européens notamment, et américains aussi, au point de départ, il était totalement exclu que la Russie puisse perdre. La Russie ne pouvait pas perdre cette guerre compte tenu de la différence des forces entre un pays, la Russie, qui est un des pays de l'arme atomique, surarmé et avec une population importante, face à la petite Ukraine, d'autant plus petite d'ailleurs qu'un certain nombre d'Ukrainiens sont partis au moment du déclenchement de la guerre et ont quitté l'Ukraine. Donc il ne pouvait pas y avoir de bataille même. Or, que s'est-il passé au long de ces années de guerre? Le contraire. C'est-à-dire que la résistance ukrainienne a eu raison finalement de cette analyse, et c'est ça le tournant est là. Du coup, les esprits sont en train de peut-être de raccrocher à la réalité, qui n'est pas une réalité d'une Ukraine détruite, qui est au contraire la réalité d'une Ukraine résistant et appuyée d'ailleurs solidairement par les Européens et par les Européens seulement, face à une Russie qui ne s'en sort pas, en tout cas qui ne parvient pas à obtenir les résultats qui lui étaient assignés par Vladimir Poutine. C'est à mon avis là que réside le tournant, dans la façon qu'on a de regarder les choses. Et ça pose un problème à quelqu'un, majoritairement, c'est à Trump. Parce que Trump, en dehors des liens qui l'unissent pour des raisons X ou Y à la Russie de Poutine, il participait de cette croyance et donc de l'inutilité de continuer à aider l'Ukraine, puisque de toute façon, la Russie serait victorieuse. C'est ça qui, probablement, devrait être remis en question au Congrès des États-Unis et peut-être même chez certains membres du gouvernement de Trump. Et oui, et la Chambre des représentants américaine, a adopté un nouveau projet de loi, cette semaine pour venir en aide à l'Ukraine. Donc là aussi, à rebours, des positions, précédentes, de Donald Trump. Alain Frachon? Il faut faire attention. Moi, je pense que l'analyse que développait Jean-Marie est exacte. S'il y a un tournant, il est là. C'est dans la prise de conscience qu'il n'est pas du tout évident que la Russie va gagner cette guerre grâce à la formidable capacité d'adaptation de l'armée ukrainienne et grâce au moral de l'armée ukrainienne. Mais enfin, ça reste fragile. Moi, je reste quand même profondément marqué par le fait qu'au Parlement européen, lorsqu'il a fallu voter les 90 milliards d'aides civiles et militaires à l'Ukraine, qu'avait décidé le Conseil européen, eh bien, vous avez eu soit des abstentions, soit des votes contre venant des partis politiques qui ont le vent en poupe en Europe. Il ne faut pas oublier ça. L'aide à l'Ukraine, elle est bloquée, elle n'existe plus si le Rassemblement national est majoritaire lors des élections en France.
Même chose si l'AfD en Allemagne pèse sur une coalition gouvernementale à venir. Même chose si le Reform UK de Nigel Farage finit par complètement absorber le Parti conservateur britannique, lequel Parti conservateur britannique est le plus pro-ukrainien de tous les partis conservateurs en Europe de l'Ouest. Et donc vous avez ça quand même, vous avez un soutien européen exemplaire et qui aura été fondamental dans cette histoire et qui se poursuit, mais qui est menacé par la vague montante des partis ultranationalistes européens sur la scène politique. À cet égard, je pense que jamais ou rarement, depuis la guerre d'Algérie, une élection française, une élection présidentielle française, ne sera autant dominée par un thème de politique étrangère. Voilà, avec l'argumentaire que l'on sait, il faut arrêter d'aider l'Ukraine parce que comme ça, la guerre va s'arrêter, et parce que comme ça, on va obliger une négociation. Sauf que Poutine n'a jamais dit qu'il était intéressé par une négociation, sauf si elle débouchait sur la prise de tout le Donbass. La prise de tout le Donbass, ça veut dire que des dizaines, des centaines de milliers d'Ukrainiens vont tomber sous le joug du Kremlin. Ils n'en ont aucune envie. Et aucun président ukrainien ne peut prendre cette décision. Donc, vous voyez, on reste certainement, il y a un tournant dans cette prise de conscience que l'Ukraine n'est pas en train de perdre la guerre, tout court. Je ne dis pas qu'elle la gagne non plus, mais elle n'est pas en train de perdre la guerre, certes. Mais il y a cette fragilité, cependant, au sein même de l'Union européenne. Un tournant dans les consciences, mais restons prudents et surtout ne crions pas victoire trop vite, évidemment. Merci beaucoup Alain Frachon, merci Jean-Marie Colombani. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.